C'est peu avant 7h du matin que les sirènes se font entendre dans la capitale ukrainienne. Kharkiv, Odessa, Kiev, Mariupol, de puissantes explosions ont également retenti dans de très nombreuses localités du pays. Au petit matin, la déclaration glaçante de Vladimir Poutine fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. J'ai pris la décision d'une opération militaire. Bienvenue dans Découvre mon histoire, le podcast du Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL. Ce podcast vous propose de découvrir le parcours de vie de différents réfugiés, au travers desquels nous aborderons diverses thématiques en lien avec le parcours migratoire, appuyés par des personnes ressources et des experts du secteur. Cette première saison est composée de 3 épisodes. Ce premier épisode raconte le parcours de vie de Vika, une jeune étudiante ukrainienne. Il sera suivi d'une discussion avec Fabienne Herman, une citoyenne qui a accepté d'ouvrir les portes de son foyer. La thématique abordée dans cet épisode est celle du logement en famille d'accueil. Je suis Vika. Je suis née le 12 février 2001 en Ukraine. J'ai 21 ans et j'habite à Kiev, la capitale de l'Ukraine. C'est une ville très animée, notamment due au grand nombre d'universités et d'étudiants qui y résident. Le domaine de l'informatique est également très développé, attire de nombreux investisseurs et permet des opportunités professionnelles. Je suis amoureuse de ma ville. Elle combine tradition et modernité. J'ai toujours été fascinée par les merveilles de Kiev et en particulier par son histoire riche et prestigieuse. Je vis avec ma maman et ma grand-mère, mais mon copain séjourne de temps en temps chez nous. J'ai une grande famille et beaucoup d'amis. Je suis étudiante en histoire et je vais chaque jour à l'université. Après les cours, je passe rarement du temps à la maison. Je suis plutôt avec mes amis. On sort au cinéma, au centre culturel, ou encore, je me rends à mes cours de danse et de chant organisés par l'université. Je participe également à des concours sur l'histoire ukrainienne. Le week-end, j'aime prendre le café avec mes amis et nous allons dans des endroits de loisirs et d'échanges entre étudiants pour manger, boire du thé ou lire des livres. J'avais également un grand rêve, celui d'ouvrir mon propre bar avec un ami. J'avais commencé à travailler comme barmaid pour économiser de l'argent, réaliser ce projet, mais malheureusement, il n'a pas abouti. Comme pour tous les Ukrainiens, le 24 février 2022 restera à jamais le jour où ma vie a basculé. Je suis réveillée à 4h30 du matin par le bruit assourdissant d'une explosion. Le quartier central avait été frappé et les dégâts étaient considérables. Des fragments de roquettes jonchaient les rues, les bâtiments étaient endommagés et les vitres brisées. J'ai rapidement cherché des informations sur les réseaux sociaux et à la télévision pour comprendre ce qu'il se passait. Le lendemain, j'ai appris que les Russes avaient attaqué les villes de Boutcha et d'Irpin. Elles étaient complètement détruites. Beaucoup de leurs habitants ont fui vers Kiev et ont été accueillis par des autochtones prêts à les aider. Dans la journée, le président a appelé la population à se mobiliser en tant que volontaire pour aider ceux qui en avaient besoin. Mon copain a alors décidé de partir en Pologne pour organiser l'envoi de matériel essentiel pour les habitants et les soldats. Il est parti avec 2 grands camions, un pour les soldats de Donetsk et l'autre pour ceux de Bakhmout. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que je le voyais avant de quitter le pays. Les parents de mon copain nous ont conseillé de partir à l'étranger. Nous voulions fuir au plus tôt. Nous avons tenté de convaincre ma grand-mère de 75 ans de quitter l'Ukraine. Mais malgré tous nos efforts pour la persuader, elle ne nous a pas accompagnés. Beaucoup de mon entourage décida également de rester. Il nous a fallu 2 semaines pour quitter Kiev, et ce fut pour moi un moment extrêmement douloureux. Je laissais derrière moi mon pays, ma maison, ma grand-mère et mes amis, sans savoir si j'aurais la chance de les revoir un jour. Nous avons organisé un convoi de voitures. J'étais avec ma maman, ma belle-maman et ma belle-sœur. Nous sommes allés en Transcarpathie dans la ville d'Uzhhorod. À ce moment-là, j'étais sous le choc et je ne pensais à rien. J'étais perdue. Je ne réalisais pas ce qui était en train de se passer. Je n'avais jamais imaginé que la guerre commencerait et que je serais forcée de fuir. J'ai pris avec moi les choses essentielles, mes documents et les vêtements les plus chauds. D'ailleurs, lorsque je suis arrivée en Belgique, j'avais beaucoup trop chaud. En arrivant dans les Carpates, de nombreux bénévoles nous ont offert leur aide. Mais nous n'y sommes pas restés longtemps.
Nous avions prévu de nous rendre en Pologne pour y retrouver mon compagnon, mais les places étaient rares. Les bénévoles de la Croix-Rouge nous ont suggéré de nous rendre en Allemagne. Cependant, comme je ne parlais pas allemand, ils nous ont alors suggéré de nous rendre en Belgique, ce qui m'a semblé être un choix judicieux. J'avais déjà une bonne maîtrise de la langue française et la Belgique était un pays où mon diplôme pouvait être reconnu. De plus, elle était une destination d'échange scolaire dans mon université, tout comme la France et l'Angleterre. Cette petite nation avec une grande histoire me semblait être accueillante envers les étrangers. Nous sommes arrivés en Belgique 1 mois après avoir quitté Kiev. Une famille nous a accueillis grâce à l'aide d'un groupe de bénévoles ukrainiens qui se rendaient de temps en temps en Belgique pour ramener du matériel essentiel à la survie des habitants restés en Ukraine. Depuis notre arrivée, je me sens en sécurité et plus sereine. Notre famille d'accueil nous a beaucoup aidés et a fait tout son possible pour nous mettre à l'aise. Elle nous a souvent accompagnés dans des centres pour les Ukrainiens où nous pouvions recevoir énormément de matériel et ce gratuitement. C'est un couple de pensionnés qui nous a offert son hospitalité. Monsieur est d'origine allemande et madame a habité longtemps aux États-Unis. Elle fait très bien le gâteau américain et monsieur cuisine très bien les plats allemands. De notre côté, nous partageons avec eux nos spécialités ukrainiennes. Nous sommes dans un petit village où les habitants y sont bienveillants et nous apportent des cadeaux. La vie ici est très calme, contrairement à la grande ville. Je peux aller courir et faire du vélo. Je me rends également à la salle de sport avec des amis ukrainiens, avec qui je partage un abonnement pour 2. Je fais des économies comme cela. Je fais de temps en temps des promenades dans les bois avec les voisins. Certains d'entre eux nous proposent également leur aide dans l'apprentissage de la langue française. Nous sommes très reconnaissants de toute l'attention que cette famille ainsi que les habitants du village nous ont apportée. Mais nous ne voulions pas abuser plus longtemps de leur générosité. Nous avons donc déménagé à Liège dans une maison dont les propriétaires sont d'origine vietnamienne. Monsieur parle 4 langues, est musicien et professeur de guitare. Il est très gentil et nous aide dans les démarches administratives. Il comprend vraiment ce que nous traversons actuellement, car il a vécu une situation similaire lors de la guerre du Vietnam. J'ai également rencontré 2 familles ukrainiennes qui habitent à Warem, ainsi qu'une jeune femme ukrainienne qui vit seule ici. Elle vient de Kherson, où sa famille est coincée car la ville est occupée par les Russes. Elle n'a aucun contact avec eux et est très angoissée par la situation. Je prends aussi le temps de découvrir la Belgique. J'ai déjà visité Bruges, Anvers, Namur et Liège, bien évidemment. J'ai également fait un tour à Maastricht et je compte bien continuer à explorer les environs. Le plus beau moment que j'ai vécu depuis mon arrivée ici est celui où j'ai pu revoir mon copain en me rendant en Pologne. Je remercie tout ce que la Belgique fait pour nous, mais malgré ça, je ne suis pas heureuse ici, car la vie est trop calme. Je pense peut-être déménager à Bruxelles pour retourner à l'université et finir mes études. Mais lorsque la guerre sera terminée, j'aimerais bien rentrer au pays pour apporter mon aide à la reconstruction de l'Ukraine. Je venais de me fiancer et si la guerre n'avait pas éclaté, je pense que je serais déjà mariée et j'aurais démarré mon entreprise. Bonjour Fabienne Herman, vous faites partie de ces citoyens qui ont accepté d'ouvrir la porte de leur foyer pour venir en aide à la population ukrainienne. Le 1er avril 2022, vous accueillez ainsi une maman et sa fille de 15 ans chez vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette volonté d'accueil s'est mise en place ? D'abord, directement, quand on a appris le début de la guerre en Ukraine, on a voulu se poser comme volontaire. Donc, on s'est inscrit directement au sein de notre commune comme famille potentiellement accueillante. Et puis, en parallèle, mon mari et moi, on a intégré un collectif qui s'appelle UBU, Belgium Ukraine United, où on a commencé à récolter différents dons pour monter des convois qui allaient jusqu'à la frontière polonaise-ukrainienne et qui ramenaient des réfugiés ukrainiens. Et moi, j'étais restée en Belgique et je m'occupais d'essayer de trouver les familles et les différents contacts. Alors c'est vrai qu'à la base, mais moi j'ai plutôt des enfants en bas âge, donc on envisageait d'accueillir plutôt une maman avec des enfants du même âge que les miens. Et donc il se trouve que nos 2 chères ukrainiennes ont intégré le premier convoi, donc réalisé par UBU. Elles sont revenues en Belgique avec à la base comme objectif de partir sur l'Espagne. Donc on leur avait même trouvé un billet d'avion avec une des autres familles accueillantes. Et quand après être rentrée dans le hall de l'aéroport, je pense que la maman s'est effondrée, a fait demi-tour et ne se sentait pas prête à continuer le voyage. Les amis qui avaient eu un peu plus de contact avec elle n'étaient pas en mesure de les accompagner ou en tout cas de les accueillir sur du long terme. Et comme chez nous, tout était prêt, eh bien on a décidé de les accueillir à la maison.
Ouvrir la porte de son domicile, c'est un geste fort qui n'est pas anodin. Selon vous, quels sont les éléments qui vous ont guidé dans cette décision ? Tout d'abord, je pense que ça soit cette guerre-là ou une autre, ça nous affecte ou ça nous marque. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu quand même énormément de médiatisation par rapport à d'autres guerres et donc un élan de solidarité qui s'est créé. Moi, j'ai toujours eu cette volonté d'accueillir pour aussi apprendre à mes enfants le sens du partage et de l'accueil. Peu de temps avant, on avait connu les inondations à Liège ou d'autres choses et moi, je souffre d'une maladie physique qui a fait que j'ai pas pu autant aller racler, aider, nettoyer. Mais je trouvais qu'accueillir, ça faisait partie de mes compétences ou capacités. Comme j'étais en arrêt maladie, à la base, je suis psychologue de formation. J'avais quand même déjà pas mal de connaissances du tissu social ou du certain fonctionnement administratif qui allait pouvoir les aider. Donc voilà, c'était vraiment l'envie d'un élan de solidarité et d'apprentissage du partage aussi au niveau familial. Je trouve qu'on peut pas toujours facilement sensibiliser les enfants en bas âge à l'accueil, à la générosité et au partage. Vous nous aviez dit que vous étiez prête chez vous pour accueillir cette maman et sa fille. Comment est-ce qu'on se prépare à l'arrivée d'une personne réfugiée ? Alors en plus, avant leur arrivée, on a eu 2 fausses alertes de la commune de Houpeil. C'est demain, ça arrive, c'est imminent. Et puis finalement, non, ils n'arrivaient pas. Donc il y avait aussi un effet un peu d'émulation pour toute la famille, de joie, un petit peu d'inquiétude aussi, de se dire, voilà, on accueille, on peut émettre certains desiderata, de se dire, une femme, des enfants, mais voilà. Après, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc, c'est vrai que les enfants étaient fort déçus. Mon fils aîné était disposé à prêter sa chambre. Donc, on avait organisé sa garde-robe à l'extérieur de sa chambre pour que sa chambre puisse être aménageable facilement en fonction du schéma familial que nous allions accueillir. On a pris le temps d'en discuter aussi avec nos enfants et avec toute la famille parce que c'était un engagement de tous les membres de notre famille. Un engagement qui devait se faire sur une période bien définie au départ ? À ce moment-là, c'était la totale inconnue. Honnêtement, je pense qu'on projetait pas nécessairement les différentes étapes d'un accueil. Donc chez nous, elles sont restées quand même 4 mois et demi. Il y a différentes phases et ici, on a accueilli des personnes qui n'avaient pas un projet nécessairement derrière. Comme j'ai eu l'occasion d'être en contact avec de nombreuses familles qui ont également accueilli, quand il y a un projet derrière, d'après rejoindre de la famille ou d'autres contacts, on sait qu'on est sur un accueil, on va dire, plus transitoire ou temporaire d'urgence qui va durer 1 mois ou 2, le temps de mettre en ordre la situation administrative. Elle, il n'y avait pas de projet concret ni de contact ici, pas de connaissance de l'anglais. Donc, c'est vrai qu'elles étaient totalement livrées à elles-mêmes ou à se reposer pleinement aussi sur nous et notre capacité d'accueil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vont se passer les premiers contacts avec cette mère et cette fille qui ne parlent du coup ni français ni anglais ? Comment est-ce que vous avez vécu ces premières heures passées avec elle ? Alors évidemment, merci Google Translate, même si on a pu se rendre compte que ça reste quand même des fois très approximatif, ce qui nous a permis de gros fous rires. Je pense que les 15 premiers jours, c'est d'abord répondre aux besoins primaires. Donc pour eux, se reposer. Elles ont eu la chance de ne pas transiter longtemps dans les centres d'accueil d'urgence au niveau de la frontière polonaise-ukrainienne qui sont quand même assez anxiogènes dans ces grands halls et tout ça. Par contre, elles sont restées longtemps à Kiev dans les caves ou d'autres choses. Je pense que la première étape, c'était de dire ici, vous êtes en sécurité. D'abord, vous pouvez vous reposer et vous poser. Et puis, nous, c'est répondre aux besoins primaires, d'avoir du petit linge, une brosse à dents, des médicaments. Voilà, tout ce qui est vraiment de première nécessité. Donc, je pense que dans une première phase, on est très maternant. Et d'ailleurs, ça se témoignait aussi par beaucoup de contacts physiques, se voulant rassurant, parce qu'il y a aussi toute l'inquiétude de la famille laissée là-bas. Donc il y a aussi ces contacts-là qui continuent par rapport à ce qui se passe au niveau du pays. Et puis l'inconnu aussi pour elle par rapport à l'avenir, aux possibilités. L'adolescente avait son petit copain qui était en Espagne. Donc elle était très déçue de ne pas continuer le voyage jusque-là. Donc ça, c'est vraiment la première étape, avec aussi la première étape des démarches administratives qu'il faut initier assez rapidement. Donc ça prend au début beaucoup de temps, voire tout notre temps, je dirais.
parce que l'impossibilité d'un dialogue avec l'anglais ou une autre langue implique que Google Translate implique d'être totalement disponible à la discussion. Ça veut dire qu'il faut parler, attendre la réponse et vice-versa. Donc les interruptions, les nuisances, voilà, je crois que j'ai même fait une tendinite du pouce à la longue parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie en termes de disponibilité pour essayer d'avoir un échange qu'on espère le plus précis possible, même si on sait que c'est très approximatif. Donc pour des questions très visuelles, ça fonctionne, mais dès qu'on rentre dans des aspects plus émotionnels ou de ressenti, c'est très approximatif la traduction. Vous nous dites que cet accueil a pris énormément de temps, voire tout votre temps. Quel temps, justement, vous aviez à leur consacrer à ce moment-là ? Honnêtement, le fait qu'à l'époque, j'étais en arrêt maladie, je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Parce que pour chaque démarche administrative, on demande toujours qu'elle soit accompagnée d'une personne francophone. Donc, il y a 2 étapes à la commune, étape CPAS 2 fois aussi, ESEL. Et donc, chaque étape prend beaucoup de temps, le temps de mettre en place les différentes démarches administratives. On a mis en place aussi assez rapidement, donc elles sont arrivées à l'époque, c'était le début des vacances de Pâques. Et à l'issue des 15 jours de vacances de Pâques, on leur avait toutes les deux trouvé une possibilité de scolarisation. Donc, l'adolescence dans les humanités, mais pour personnes étrangères. Une classe d'ASPA ? Voilà, en DASPA. Et la maman était dans un cours intensif de français niveau 1, 3 jours semaine. Donc ça, on était rassurés que ça leur permette directement une certaine socialisation et de reprendre un certain rythme aussi. C'est vrai qu'on habite dans un endroit qui est un petit peu plus isolé, donc pas toujours super bien desservi en termes de transport en commun. Donc là aussi, ça a impliqué beaucoup de trajets. Ne serait-ce que pour aller les différents endroits où il y avait des dons pour les vêtements, les démarches pour l'abonnement de bus, la pharmacie, les médecins. C'était quand même énormément de démarches à entreprendre, donc c'était assez conséquent. Vous parlez beaucoup des démarches administratives, donc à vous entendre, il y en a eu quand même énormément. Comment ça s'est passé, ces démarches administratives ? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait une organisation ou que vraiment c'était très très complexe ? Alors, je trouve qu'on était encore un petit peu tôt, 1er avril, par rapport à la vague d'accueillants. Donc après, il y a eu énormément de documents qui étaient très bien expliqués, notamment ici, produits par le CRIPEL, sous les différents flyers et ainsi de suite. Et je pense que les communes ont vraiment dépensé énormément d'énergie pour essayer de mettre tout en place, mais que ça prend un certain temps dans le mécanisme. Pour moi, la plus grande difficulté, je pense, a été d'anticipation au niveau des CPAS. On a à chaque fois des sous-services. Donc, ça va être pour l'emploi, pour le logement, l'assistance sociale globale, pour tout ce qui est l'aspect financier. Et il y a eu, chez nous, peu de concertation globale pour une prise en charge de dossier général. Donc, par exemple, elles sont arrivées le 1er avril. Le premier rendez-vous pour l'aide à l'emploi est arrivé mi-juillet. Donc, on était déjà tard par rapport à tous les emplois de saisonniers, toutes les possibilités. Je sais que le CRIPEL aussi a été assez dépassé par toutes les demandes. Donc, finalement, beaucoup de choses ont pris beaucoup de temps. Et il n'y avait pas encore la centralisation de toutes les différentes aides dont on pouvait promériter. Donc, il y a eu beaucoup de démarches dont j'ai été à l'initiative, où j'ai regretté que ça ne soit pas fourni. Voilà, ça c'était assez difficile d'apprendre, les inscrire sur la liste d'attente pour un logement social, apprendre qu'il y avait un magasin social au CPAS où elles pouvaient bénéficier de denrées alimentaires. Toutes des choses comme ça a été de ma propre initiative dans des démarches qui se rajoutaient aux démarches administratives. Vous nous expliquiez avoir eu des contacts avec d'autres familles d'accueil. Est-ce que cette disponibilité à temps plein, finalement, a été un problème pour certaines d'entre elles ? Je pense que beaucoup étaient dépassés. En fait, certains devaient prendre congé pour pouvoir accompagner dans les différents services administratifs. Au début, la mobilité n'est pas simple parce que cette barrière de la langue par rapport à, je pense, à des migrants d'autres pays est vraiment très conséquente. Avec l'écriture différente, le cyrillique, enfin, je veux dire, c'est vraiment très, très difficile de se faire comprendre. Donc, les amener à l'autonomie, d'aller seul prendre le bus pour le rendez-vous au CRIPEL ou à d'autres endroits, il faut au moins faire le trajet une fois avant avec eux. Je pense que certains
certains, quand ils sont domiciliés sur Liège, Liège, on apprend plus vite aussi à pouvoir se déplacer de manière piétonnière, ce qui facilite peut-être certaines démarches une fois qu'on a rencontré les différents endroits cibles où il faut retourner à plusieurs reprises. Chez nous, il n'y a pas d'accès direct, même en bus, au CPAS, par exemple. Donc, les denrées alimentaires, c'était impossible qu'elle aille les chercher à vélo ou autre chose, il fallait l'accompagner. Vous nous parliez de plusieurs étapes à franchir dans votre relation avec la maman et sa fille. Pouvez-vous nous expliquer quelles ont été ces différentes étapes ? Oui, je pense qu'il y en a, 3, je dirais. 2 ou 3, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que le premier mois, l'objectif, c'est d'être très présent et maternant, tout en laissant l'espace aussi directement. On a donné une clé de la maison. La chambre était leur espace. Elles ont préféré dormir ensemble parce que je pense qu'il reste des traumatismes, des difficultés de sommeil. Et donc, c'est comme ça qu'elles étaient le mieux. Et on a toujours dit, voilà, là, c'est votre chambre. Dorénavant, c'est votre espace. C'est votre intimité qui est privée, mais il fallait aussi s'adapter dans l'organisation quotidienne du fonctionnement, de l'utilisation de la salle de bain, de comment gérer son linge. Voilà, donc il y avait aussi tout le quotidien dans l'apprentissage de comment elles fonctionnaient au niveau des repas, de ce qu'elles aimaient manger ou pas manger, et de comment mettre en place aussi une routine avec elles, avec le reste de la famille qui continue aussi évidemment à fonctionner. Est-ce qu'il y a un élément en particulier qui vous a permis de passer à l'étape suivante ? Je pense qu'au bout d'un mois, quand il y a le premier revenu aussi, parce que dans un premier temps, chacun arrive avec des situations financières totalement différentes. Elle avait encore un petit peu de sous sur un compte, mais donc il faut pouvoir aussi discuter de ça, parce que sinon, notre capacité d'accueil, elle est ce qu'elle est, mais l'implication financière, dans un premier temps, est aussi très conséquente. Et donc, il a fallu qu'on discute de comment est-ce qu'on fonctionnait par rapport aux finances, avec aussi cette adolescente qui avait des besoins ou des envies matérielles. Je pense que le fait qu'elles aient tout quitté, qu'elles avaient beaucoup, c'était important pour elles d'aller chez le coiffeur, ce que je peux comprendre, mais qui ne sera pas considéré comme une dépense primaire dans un premier lieu, ou de pouvoir avoir des habits qui lui plaisent et pas nécessairement ceux qui étaient mis à disposition ou donnés, de se refaire une trousse de maquillage. Enfin voilà, il y avait des choses qui étaient très importantes pour elle, mais où actuellement elle n'avait pas les finances aussi. Donc on a dû à chaque fois arriver à échanger pour voir comment on allait fonctionner par rapport à ça, ce que nous prenions en charge au sein de l'accueil et ce qui était plutôt des frais personnels qui devraient nous être remboursés après. Donc je pense qu'une fois que les cours étaient installés, l'autonomie pour s'y rendre avec le bus, le premier revenu d'intégration du CPAS, c'est déjà une première étape qui est importante par rapport à ça, avec aussi ce premier revenu qui lui permet un petit peu de pouvoir elle répondre à ses besoins, ou simplement aussi de nous ramener une fois un gâteau et de nous faire plaisir et de restituer aussi ce qui a été donné sans être toujours dans cette dépendance, on va dire, tant en termes de mobilité, de moyens financiers et d'autonomie aussi par rapport à la maison, même si on les a toujours laissés libres en disant si vous partez, vous quittez, voilà, vous n'avez pas de compte à nous rendre, dites-nous juste si vous rentrez ou pas, qu'on n'ait pas à s'inquiéter. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passait, la cohabitation au quotidien ? Pendant les périodes d'école, évidemment, c'était rythmé par les périodes scolaires. L'adolescente avait un rythme qui était complètement en décalage avec le nôtre parce qu'elle souffrait de pas mal de problèmes d'insomnie, donc elle dormait énormément le reste du temps les matins, parce qu'il faut savoir qu'en plus l'école, elles ont commencé mi-avril. Pour la maman, ça s'est fini mi-juin et fin juin pour l'adolescente. Donc pendant cette période-là, le rythme scolaire permettait de mettre un certain cadre, mais c'est vrai que l'adolescente avait quand même souvent des ennuis de santé, ce qui faisait qu'elle a quand même pas mal raté ou difficulté des fois à se lever. Donc elle était quand même dans un décalage de rythme par rapport à nos enfants qui le matin se lèvent, font du bruit. Ça, il fallait un petit peu gérer. Les week-ends, elles ont commencé aussi des fois un petit peu à bouger, retrouver certains amis qui étaient dans la région avec qui la maman a pu sortir, faire des moments de rencontre, parler ukrainien. Avec la maman, on faisait pas mal de choses à 4 mains. J'ai mis en place le système de si elle voulait des choses au niveau des courses, qu'elle fasse leur liste, qu'elle nous communique. Voilà, mais cette transition entre le moment où on était très couvrant ou soutenant parce que c'était nécessaire, c'est progressif l'équilibre de dire maintenant il faut qu'il y ait un petit peu plus de participation aussi dans le quotidien. C'est à ce moment-là aussi que se mettent en lumière toutes les différences culturelles de fonctionnement. Comme lesquelles, par exemple ? Par exemple, l'adolescente ne participait pas du tout au quotidien.
Sauf si on lui demandait, ça a été le fruit des fois de différentes discussions, parce que par rapport à mes enfants, ça créait un décalage. S'ils disaient, pourquoi moi je dois mettre la table et pourquoi elle pas. Et c'est vrai qu'elle s'isolait énormément dans sa chambre, donc j'allais pas nécessairement l'appeler. Elle venait pour le repas. Elle quittait avant la fin du repas et laissait son assiette là. Donc ça, on a dû un petit peu essayer de remettre en place. On s'est rendu compte après un certain temps que ce qui est un petit peu dans notre culture habituelle du repas familial du soir, c'était pas du tout dans leur culture. Elle, souvent, au retour de l'école, vers 5 heures, faisait une espèce de gros goûter mi-soupé salé. Et le soir, c'était plutôt chacun de son côté devant son écran à remanger un petit quelque chose quand elle le souhaitait. Ce qui veut dire qu'en fait, pendant tout un temps, elle se forçait à être présente à ce repas familial avec nous, qui d'un autre côté nous a permis de créer du lien. Et puis après, on a compris qu'elles avaient besoin de fonctionner autrement, mais ça a remis de la distance aussi dans notre modalité de fonctionnement parce qu'on ne partageait plus les repas. Avant, c'était presque induit de dire je cuisinais pour tout le monde. Et puis, c'était je ne sais pas si elle mange avec nous. Oui, non. Il fallait à chaque fois réinterroger la modalité de fonctionnement. Voilà, des fois, la maman est sortie ou d'autres choses, puis elle ne nous prévenait pas toujours quand elle rentrait ou si elle rentrait. Donc, ça pouvait être un petit peu source d'inquiétude ou d'incompréhension. Je pense qu'avec le temps, personnellement, je trouve que 2 mois pour que se mette un projet en place et qu'il y ait une mise à l'autonomie, c'est la durée idéale pour un accueil au sein du milieu familial complet. Nous, on était avec le partage de tous nos communs. C'est pas comme quand il y a un petit studio ou un espace avoisinant qui leur permettait une autonomie complète au sein de notre foyer. Parce qu'après, évidemment, les choses se compliquent inévitablement, mais comme avec tout un chacun dans la vie en communauté, là, augmenté par la barrière de la langue, les différences culturelles, et puis une adolescente aussi, moi, habituée aux enfants en bas âge, donc avec une modalité de fonctionnement qui était quand même fort différente. Alors au début de notre discussion, vous nous avez dit que vous êtes psychologue. Dans quelle mesure ces ressources en tant que psychologue vous ont-elles aidé à pouvoir accueillir cette adolescente et cette maman? Et quels conseils donneriez-vous aux futures familles d'accueil? Alors, je pense que d'avoir une fibre sociale est clairement un plus. Mais je pense que peu de gens se lanceraient dans l'accueil s'il n'y avait pas un petit peu cette volonté d'ouverture. Alors, c'est certain que ça a aidé aussi pour des fois pouvoir retraduire aussi au reste de la famille l'explication du traumatisme vécu, de ses conséquences, et pouvoir aussi être à l'écoute ou présente, même si les discussions avec le traducteur sont pas toujours les plus simples, mais je pense que ça m'a quand même aidé, d'avoir quand même cette capacité d'empathie, de compréhension par rapport à ce qu'elle venait de vivre. Alors, quels conseils est-ce que je donnerais ? Je pense qu'ils sont multiples. Tout d'abord, c'est de savoir bien dans quel cadre est-ce qu'on s'inscrit et de bien définir quelle sera la collaboration, l'intervention de la commune ou des services compétents. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut assez rapidement pouvoir, en demandant la présence d'un traducteur ou d'autres choses, de poser les cadres des sujets qui sont peut-être pas toujours évidents à aborder, mais qu'il est important d'aborder. Donc, comme j'évoquais, comment est-ce qu'on va fonctionner d'un point de vue financier ? Voilà, moi, elles étaient toutes les 2 fumeuses et tant qu'il n'y avait pas des sous, financer leurs cigarettes, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse à comment on fonctionnait, qu'est-ce qui était de l'ordre de l'accueil ou qu'est-ce qui était de l'ordre de vos plaisirs personnels qu'il vous revient de financer. Et aussi un petit peu les règles de fonctionnement dans la famille. Voilà, parce que les différences culturelles, évidemment, sont là et de pouvoir rapidement expliquer pour qu'elles aient de l'autonomie à pouvoir lancer une machine, nettoyer leur chambre et ainsi de suite, mais dire aussi vraiment clairement ce qui est attendu dans la manière de fonctionner en famille. Voilà, je pense que le dernier conseil, c'est que je dirais, ça implique quand même une certaine disponibilité. J'ai entendu plusieurs familles qui accueillent et se disaient « Mais tu ne seras pas là, la journée tu travailles tout le temps, elles se débrouilleront ou elles devront se débrouiller seules. » Je pense que c'est pas la modalité d'accueil idéale, surtout dans le contexte ici d'une arrivée traumatisante. Enfin, je veux dire, elles sont arrivées avec rien. C'est encore complètement différent, en fait, la modalité d'entrée dans le pays et d'aide. Et je crois que finalement, l'accueil au domicile n'est peut-être pas la meilleure modalité pour aider. Nous, on a continué à être présents au sein du BU, à faire des convois, à récolter des dons, et que chacun doit pouvoir vraiment, en conscience, se dire «
je me sens capable ou je me sens pas capable. J'ai énormément de mon entourage qui disent « moi je ne saurais pas, je n'aurais pas su, c'est louable ». Et c'est très bien, il ne faut pas dans ce contexte-là alors se mettre dans une situation qui sera une situation d'échec. Il y a 1000 manières de pouvoir aider ou soutenir une cause qui nous touche. Je crois que c'est pas nécessairement accessible à tous. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut de l'espace, de la disponibilité et un réseau, ou en tout cas une grande capacité quand même à bouger et à entreprendre pour les aider et les accompagner. Ils auraient parlé français ou vous, ukrainien, ça aurait été aussi tout autre. Complètement différent. Ici, la barrière de la langue par rapport à d'autres accueils de réfugiés est vraiment très, très conséquente. Parce qu'on n'est jamais sûr qu'un message est bien reçu et que dans les deux sens, on peut jouer très facilement là-dessus, de dire « j'ai pas compris ». Et on peut pas à tout moment faire appel à un interprète ou autre. Alors, je pense que depuis, les traducteurs se sont fortement améliorés au vu de la demande. Mais c'est sûr que j'hésiterai pas à accueillir, mais je pense que je serai très vigilante par rapport à la barrière de la langue, parce que c'est vraiment un élément qui a beaucoup impacté l'accueil. Merci Fabienne Herman pour ce partage de votre expérience dans cet épisode du podcast Découvre mon histoire réalisé par le CRIPEL. Retrouvez-nous dans le prochain épisode avec Charlotte Poisson, chercheuse à l'Institut de recherche, formation et action sur les migrations, l'IRFAM, pour parler de la distinction entre l'accueil des réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs. Nous vous invitons à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier podcast et à suivre notre actualité via notre page Facebook CRIPEL SBL ou notre site internet www